Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce 10e épisode de mes causeries au coin du web. Aujourd'hui, je vais aborder un thème important pour l'ouvrage Apocalypse managérial. Je vais revenir sur la question de la philosophie de l'histoire du management, question qui a été très importante pour moi, puisque j'ai souhaité, dans le même mouvement, faire une histoire du management digitalisé avec ce livre, et me poser la question d'une philosophie du management, la philosophie du management interne à ce récit. Quelle était la philosophie de l'histoire et de l'histoire du management spécifique à l'époque qui m'intéressait? Et au-delà de ça, quelle est la philosophie de l'histoire du management qui pourrait me sembler pertinente pour notre présent? Alors, trois questions vont structurer cet épisode. Quelle philosophie de l'histoire s'exprime dans le grand moment historique au cœur du livre? Quelle métaphysique de l'histoire ai-je proposée dans Apocalypse managérial? Ça, c'est une question qui m'a été posée par plusieurs lecteurs. Avec quels apports de Merleau-Ponty et Deleuze et quelles différences productives entre ces deux philosophes? Et enfin, troisième et dernière question, quelles implications de cette discussion pour une histoire du management? Alors, la philosophie de l'histoire des années de guerre, pour commencer, j'ai envie de vous dire qu'on est sur une modernité qui se technicise. Comme je l'ai évoqué précédemment dans d'autres épisodes, elle se fait événement dramatiquement incomplétant. C'est une idée centrale pour les apocalypses managériales. L'ontogénèse de nos sociétés, de leur devenir social, économique et technique, est en évolution permanente. Avec la cybernétique et dans le mouvement plus large du digital, le monde est calculé et l'événementialité, les régimes d'événementialité sont des projections du passé. Il y a une dépossession progressive des passés, mais également des futurs. Passé, présent et futur sont plus que jamais mis en équation et linéarisés. Le passé se fait données infinies, invisibles et au plus près du moment. Le futur est possédé principalement par les experts et les outils d'expertise, les systèmes d'expertise, les algorithmes, extrapolant le futur du passé en vue de meilleures décisions pour le moment en cours. Donc, on est sur une philosophie historique de plus en plus technicisée, de plus en plus linéarisée dans ces modes d'expression et d'événementialité matérielle. Alors, dans l'ouvrage, je propose deux métaphysiques de l'histoire, l'une plutôt empruntée au philosophe Maurice Merleau-Ponty et l'autre plutôt empruntée au philosophe Gilles Deleuze. Et j'essaye de construire une conversation visible et invisible entre ces deux philosophes et leurs différences productives. Alors, il y a dans la pensée de Maurice Merleau-Ponty une philosophie de l'histoire, une métaphysique même de l'histoire, pour reprendre son propre terme dans les cours du Collège de France, qui est extrêmement intéressant pour ce que j'ai essayé de faire. Alors, rentrons dans le détail. Pour Maurice Merleau-Ponty, il n'y a pas d'histoire linéarisée. Maurice Merleau-Ponty est contre l'idée d'un événement d'origine dans l'histoire, d'un événement causal ou d'une causalité première, et qui aurait ensuite un déploiement dans les processus historiques. Il est également opposé à une vision de l'histoire totalement insulaire, pour reprendre son propre terme, c'est-à-dire faite d'événements totalement isolés, d'une événementialité totalement isolée dans le temps ou dans le présent. Pour lui, ce qui est très important, c'est le surgissement. C'est le continuel surgissement et ressurgissement à l'œuvre dans les processus historiques. La métaphysique de l'histoire qu'il propose, finalement assez proche de celle du dernier Foucault, c'est une histoire du présent, une histoire des présents. Voilà, l'histoire ne se fait finalement qu'au présent, avec un certain nombre
d'événements passés, d'événements anticipés qui sont assemblés. D'après lui, ces événements assemblés peuvent suivre un ordre, il peut y avoir une forme de régime d'événementialité. C'est ce qu'il appelle, notamment dans ses cours du Collège de France, des institutions. Et de façon très intéressante et proche de certains écrits de Foucault, également de certains écrits de Deleuze, il y a un certain nombre de différences productives qui sont à l'œuvre dans l'expérience. Les signes n'existent pas en tant que tels, le sens n'existe pas en tant que tel, il n'est que relationnalité et différentialité. Alors pour construire cette vision historique, Maurice Merleau-Ponty fait des emprunts à un certain nombre de philosophes. On peut considérer qu'il y a une forme de retour à une forme de bergsonisme à ce stade-là de sa pensée. Il y a des emprunts à Schelling, il y a des emprunts à Whitehead, il y a des emprunts étonnants à Saussure. Il y a une interprétation extrêmement subtile, d'ailleurs, de la linguistique saussurienne. J'invite mes lecteurs à consulter les écrits de Judith Revel sur ce sujet. Donc, Maurice Merleau-Ponty propose une métaphysique de l'histoire à même de faire sens de ce qu'il appelle l'être sauvage ou l'histoire sauvage. Voilà, quelque chose qui, en fait, au-delà de la réflexivité et même au-delà du linguistique, en tout cas tel qu'on l'entend très très souvent, il y a un être sauvage, une histoire sauvage qui n'est pas sans avoir un certain nombre de résonances avec ce que Gilles Deleuze appelle les mouvements aberrants. Alors, pour aller un petit peu plus loin, toujours plus loin sur cette pensée de Maurice Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty défend finalement une posture anti-dualiste. Il remet en question une métaphysique du sujet, une distinction ontologique entre un sujet et un objet. Et il revient sur la question d'un sujet possible, d'un je, d'un nous agentif, notamment avec sa vision du réversible. Sa réflexion s'inscrit dans le registre d'une éthique et d'un agonisme foucaldien. Voilà, ce qui est important et premier et primordial pour lui, c'est l'événementialité du monde. Et il explique, avec des termes proches de ce que dira plus tard Foucault, quand Foucault parlera de courage, de volonté, d'éthique du soin, d'attitude, quand il réexplorera la question de la modernité. Voilà, je répète, il y a des liens troublants avec la dernière pensée de Foucault et son trip dit gréco-romain. Il y a une forme d'agonisme dans l'émergence, la co-constitution de cette subjectivation secondaire à l'événement, cette éthique finalement secondaire à l'événement. La subjectivation est à comprendre ici sur le registre d'une agentivité sensible secondaire à l'événement, je le répète, et pour Maurice Merleau-Ponty, comme pour Foucault, elle est absolument nécessaire pour résister, pour s'émanciper. Il faut cette subjectivation qu'il faut fortement distinguer de l'usage du même terme dans le cadre d'une métaphysique du sujet. Foucault dira plus tard que ce phénomène est extrêmement important parce que sinon il n'y a pas vraiment de monde meilleur et il y a à nouveau une convergence assez forte avec Foucault. Et pour Maurice Merleau-Ponty, il faut s'engager politiquement en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, dans le présent et pas dans l'actualité. Voilà, j'invite mes lecteurs et mes lectrices à se replonger dans la question de la controverse entre Sartre et Maurice Merleau-Ponty, une controverse assez célèbre que mes lecteurs et lectrices pourront retrouver notamment dans les écrits de Judith Revel, qui propose une analyse extrêmement intéressante et très fine de cette controverse et de son lien avec la question de la philosophie de l'histoire. Alors, si on va maintenant vers Gilles Deleuze
construite tout au long de sa vie une métaphysique processuelle où sujet et objet sont indiscernables. C'est particulièrement évident dans le travail qu'il réalise dans le cinéma et dans ses ouvrages Cinéma 1, Cinéma 2 et son travail sur les images mouvement et les images temps. Il le dit explicitement. Voilà, il y a, dans l'expérience cinématographique, il y a indiscernabilité du sujet. On est dans une expérience qui est au-delà ou avant. Voilà, les images événements du monde sont au-delà ou avant toute subjectivation ou éthique au sens précédent. Et on peut parler d'une forme de divergence, voire de controverse avec Michel Foucault sur ce sujet, en particulier après 1976. Ils ne sont pas d'accord, même si sur le fond ils partagent la même métaphysique, mais pour des raisons politiques. Voilà, ils ne sont pas sur cette question-là, sur la question politique, ils ne rentrent pas dans cette métaphysique partagée finalement de la même façon. La métaphysique de Deleuze est faite de sens, produit d'une différentialité permanente du monde. Il y a donc une critique de l'historiographie chez Deleuze et une critique de l'histoire, en tout cas, si on entend par là quelque chose de relativement linéaire et qui s'efforce de donner un sens à un temps long, pensé comme un vaste souffle du passé vers le présent et le futur. Ça, c'est une idée que combat très fortement Gilles Deleuze, de la même façon qu'elle est combattue vigoureusement par Maurice Merleau-Ponty. Gilles Deleuze nous propose finalement une pensée des mouvements aberrants. On peut voir sa métaphysique comme une métaphysique des mouvements aberrants, c'est-à-dire des mouvements et de devenirs qui s'inscrivent au-delà de toute logique et de toute représentation. Il y a un point qui m'a troublé à la lecture de ses écrits avec Guattari, notamment Mille Plateau. C'est un étrange emprunt au retour, quel paradoxe, que fait Gilles Deleuze à une idée très husserlienne qui est celle de protogéométrie, c'est-à-dire cette idée qu'il faut penser, être capable de penser les mouvements du monde au-delà de toute représentation géométrique, de toute dimension, de toute dimensionnalité liée à un système euclidien, et être capable d'être peut-être dans ce que Maurice Merleau-Ponty appelait l'être sauvage et une histoire sauvage du monde. En tout cas, on le sait, une relation conflictuelle et complexe entre Gilles Deleuze et la phénoménologie, en tout cas la phénoménologie orthodoxe, celle de Husserl. Il est assez étonnant de remarquer parfois des conversations pas seulement différentielles, mais aussi positives par rapport à ça. Et finalement, pour Gilles Deleuze, le principal espoir politique est plutôt au niveau des agencements eux-mêmes, davantage que dans des processus de subjectivation. Il faut lutter patiemment et avec une paradoxale intensité, une certaine immobilité. Il y a une idée du voyage que je trouve très intéressante chez Gilles Deleuze, en tant que processus finalement ponctuellement ancré, immobile. Et il y a une idée voilà, qu'on va retrouver d'un combat nécessaire dans les agencements étatiques, à partir de la figure du nomade et de l'inspiration du nomade. En tout cas, l'espoir politique de Deleuze, à la différence de Merleau-Ponty, est plutôt dans les agencements eux-mêmes, au niveau de ce pré-linguistique même, et un combat dans le mouvement même du nomade, davantage qu'une subjectivation, même dialogique, même agoniste, même pour abandonner le mot de subjectivation lui-même, même dans l'éthique. Alors, la philosophie dans laquelle s'inscrit mon ouvrage Apocalypse managériale et ma théorisation finalement des apocalypses managériales est nourrie par une étrange et paradoxale conversation entre ces philosophes, leur complémentarité. Tous les deux insistent à la fois sur l'importance du mouvement et l'importance des présents. Je l'évoque dans l'introduction de mon livre pour la question de la profondeur, voilà, avec certainement des chemins au bout d'un moment différent.
qui mène plutôt vers le pli pour Deleuze et vers le visible et l'invisible pour Merleau-Ponty, mais quand même, l'importance dans les deux cas centrée sur une métaphysique du mouvement. Mais j'ai également été nourri par leur différentialité, parce que le mouvement de leur pensée, leur conversation directe ou indirecte par leurs successeurs produit comme différent. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, ma volonté principale est de m'inscrire dans une métaphysique processuelle, ouverte à la possibilité d'une herméneutique, toujours secondaire à l'événement. Et c'est dans cette continuité-là que je me suis efforcé de construire une éthique du voyage, sur laquelle je reviendrai dans d'autres épisodes de mes causeries. Une éthique du voyage que l'on peut voir comme une volonté de bifurquer vers le mouvement aberrant de Deleuze. Je fais moi-même un mouvement net vers Deleuze et la métaphysique processuelle de Deleuze, avec un intérêt très fort d'ailleurs pour son travail pour le cinéma, sans totalement tourner le dos au dernier Merleau-Ponty et à Foucault. Je pense qu'il y a un partage pour un même intérêt pour le mouvement. Et voilà, qui me semble très intéressant pour ce livre. Alors, pour me permettre un petit détour de marche pour terminer vers le management, je pense qu'il est important pour le management de comprendre le monde dans ce mouvement sauvage et aberrant décrit par Merleau-Ponty et Deleuze. Sont deux pensées extrêmement fertiles pour sortir d'une vision linéaire, pour sortir d'une éternelle Seconde Guerre mondiale, et plutôt pour sortir de l'idée d'événements du passé qui détermineraient ou qui auraient encore un poids, un souffle sur des événements qui seraient strictement présents. Voilà, ce que je trouve très intéressant, c'est plutôt une réflexion large sur le présent. Et je pense que, paradoxalement, on est toujours dans un présent très proche de celui de la Seconde Guerre mondiale. Les agencements et les narrations managériales voilent et dévoilent, ça me semble extrêmement important, en particulier pour le phénomène que j'ai qualifié d'apocalypse managériale. Ils menacent de couper le flux, ça je pense que c'est dramatique. Il y a un risque de fin de Gaïa, de fin assez radicale. Je pense qu'aujourd'hui, la communauté scientifique est dans un consensus très fort sur ce problème. Ils doivent plutôt accompagner ces agencements, la production différentielle de futurs vraiment désirés. Voilà, ça c'est une question essentielle par rapport à ces machines désirantes. Et la question du désir, c'est dans nos conversations au sein de la cité, au sein des entreprises, au sein des coopératives, des tiers-lieux, de l'université, etc., d'être capable de reconstruire des conversations sur des futurs vraiment désirés, sur des événements du passé réassemblés, eux-mêmes communalisés, dans des conversations vraiment démocratiques entre les citoyens, les clients, les partenaires, etc. Je pense, pour continuer cette réflexion plus managériale, que les réunions telles qu'elles se passent aujourd'hui dans les entreprises sont tout sauf un dialogue démocratique. Elles sont des rituels certainement importants, souvent nécessaires, mais quand on dit que oui, on dialogue dans l'entreprise, ce matin on a passé 3 heures dans une réunion à dialoguer, mes propres expériences d'ethnographie m'amènent à avoir parfois quelques doutes sur ce genre d'affirmation. Et voilà, il faut être capable de sortir d'une vision linéaire et inévitable de l'histoire, en particulier sur ces questions d'anthropocène. Il faut être capable d'imagination. Il faut être capable d'un dialogue démocratique qui permette de véritablement problématiser pour ouvrir, et là je m'inscris volontairement dans le vocabulaire de John Dewey, que je pense extrêmement cohérent avec tous les positionnements philosophiques que je viens d'évoquer, pour ouvrir ensuite à des communautés d'enquête, la possibilité de communautés d'enquête, des communalisations. On en a cruellement besoin. Les managers et les instrumentations managériales doivent savoir aussi s'abandonner dans les mouvements aberrants. Voilà, il faut certainement garder une forme
de contrôle, à entendre plus dans une régulation. On a besoin d'un monde qui se régule et qui s'auto-régule, mais il faut aussi être capable de s'abandonner. Voilà, je reviendrai sur ces éléments quand je réévoquerai cette question de l'éthique du voyage. Les managers et les instrumentations doivent savoir se reconnecter avec le vivant plutôt que d'essayer, au sens le plus cybernétique, de le contrôler et de le mortifier. Je vous remercie pour votre patience et votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et vos questions à l'adresse devojani@dauphine.fr. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.